Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien, au sommaire. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes et on va s'interroger sur un mystère persistant. On sait que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, notamment en maths et en sciences, et pourtant elles sont moins nombreuses à aller vers les filières les plus sélectives qui s'ouvrent aux meilleurs élèves de ces matières. Elles sont même moins nombreuses à aller dans ces filières tout simplement. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Marion Monet. L'anti-sèche des Mag-Essel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, ce sera la même, la journée internationale des droits des femmes. Et Emma va vous proposer un best-of des femmes dont elle a déjà dressé le portrait. Ça compte les exemples, ça s'appelle même des rôles modèles. Et on va d'ailleurs aussi en parler avec Marion Monet. L'heure de la récré, toujours avec Emma, zoom sur un concours de jeunes innovateurs. Et puis rendez-vous enfin avec une immense figure de la pédagogie. Marie-Olivier, dans son cours particulier, va vous présenter ou vous représenter Marie-Pape Carpentier, les prémices de l'école maternelle. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. En ce 8 mars, donc, on va essayer de percer ce qui demeure pour moi un mystère que je vais résumer absolument sans nuance. Les filles sont meilleures en maths que les garçons, pourtant elles sont moins nombreuses à choisir les filières les plus ardues et par la suite à accéder aux métiers les plus rémunérateurs. Je l'ai dit de manière extrêmement brute. Pour les nuances et surtout pour les pistes d'explication, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste Marion Monet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut de recherche sur l'éducation, l'IREDUS, c'est à l'Université de Dijon, et chercheuse affiliée à l'Institut des politiques publiques. Bon, j'ai résumé à l'âge, comme on dit. Ceci dit, je ne suis pas très loin de la vérité. Vous n'êtes pas très loin de la vérité, en effet. Quand on regarde surtout, moi je me suis intéressée à ce qui se passe après le baccalauréat, puisqu'on voit qu'au lycée, il y a en moyenne 50% des filles qui se dirigeaient dans l'ancienne terminale scientifique. Aujourd'hui, peut-être un peu moins de filles qui choisissent la spécialité mathématique, malheureusement. Mais vraiment, le gros changement, c'est ce qu'on observe après le baccalauréat, dans les choix d'orientation. On observe que seuls 30% des effectifs de filières scientifiques sont composés de femmes. Et parmi celles qui font des sciences, ce qui est intéressant de regarder, c'est cette ségrégation hommes-femmes qui s'opère à nouveau, puisque quand elles font des sciences, les femmes vont plutôt avoir tendance à se diriger vers les filières médecine, biologie, où là, elles sont largement surreprésentées, avec 70%... Agro aussi, je crois. Agro, exactement. Ouais. Où elles représentent près de 70% des effectifs, contre moins de 30% en maths, physique, que ce soit en classe prépa ou à l'université. On va essayer de dénouer tout ça, mais je voudrais qu'on commence par la fin et par une des explications que vous donnez dans une des études que vous avez consacrées au sujet. Ce que vos recherches ont montré, c'est qu'une partie de l'explication de ces choix vient du regard que les filles portent sur les métiers scientifiques et sur la place des femmes dans ces métiers. Exactement. Aujourd'hui, il y a peu de consensus en sciences dans notre discipline, mais s'il y a bien un consensus, c'est sur le rôle joué par la place des stéréotypes de genre et aux stéréotypes associés aux métiers scientifiques. Mais plus particulièrement sur la place des stéréotypes de genre, qui sont un des freins principaux à faire que les filles s'inscrivent dans ces filières scientifiques. C'est la raison majeure de cette sous-représentation des femmes en sciences. Je vous cite, elle voit les métiers scientifiques comme monotones, solitaires et également peu conciliables avec une vie de famille épanouie. Voilà, ça c'est un des problèmes. Les filles sont d'accord avec ces affirmations un peu plus que les garçons. Et ça, quand on regarde comment ça se corrèle avec les choix d'orientation par la suite, ça joue en effet un petit rôle. Mais ce qui joue le plus grand rôle dans la sous-représentation des femmes en sciences, c'est surtout le fait qu'elles s'imaginent moins faire ces filières-là. Elles vont trouver que ces filières sont très intéressantes, mais s'identifient moins à ces filières. Il y a un défaut d'information quand même, parce que quand on se dit qu'elles vont vers médecine, pour ce qui est d'avoir une vie familiale facile et épanouie, il faut se prendre 10 ans sans gagner sa vie, ensuite des heures de garde, enfin c'est pas des métiers faciles. Non, tout à fait. Il y a une question d'information sur les métiers qui ne fonctionne pas quand même. Tout à fait. Ça c'est une autre partie du problème, c'est le manque d'information dans le système éducatif français, surtout au moment de faire les choix d'orientation. Et c'est donc une partie de la solution. Donner plus d'informations aux filles et aux garçons, évidemment, pour qu'ils fassent des choix d'orientation moins genrés. Filles qui, quand elles sont jeunes, là encore, quand elles sont lycéennes, quand vous les avez interrogées, s'intéressent moins, par exemple, aux questions de salaire que les garçons. Donc, elles ont moins conscience aussi du fait que si je fais des études scientifiques, que je deviens ingénieur ou que sais-je, je vais mieux gagner ma vie que si je fais autre chose. Tout à fait. Quand on leur demande les rémunérations associées aux différentes filières post-bac, tous vont largement sous-estimer les salaires attachés aux filières scientifiques, mais les filles vont avoir tendance à le faire un peu plus. Ou dans tous les cas, vont moins valoriser l'importance du salaire comme raison pour choisir ces filières-là. Les idées reçues sur les métiers scientifiques, elles sont moins répandues chez les élèves qui ont de bons résultats en mathématiques. Alors, dites-nous. Ouais.
Alors, sur les métiers scientifiques, sûrement. Sur les stéréotypes associés à la place des femmes en sciences, pas du tout. Et c'est un des résultats de notre enquête qu'on a trouvé assez intéressant. C'est que la proportion d'élèves d'accord avec l'affirmation selon laquelle les cerveaux des hommes et des femmes sont différents à la naissance, ou selon laquelle les hommes sont naturellement plus doués en maths que les filles, ces proportions-là varient entre 20 et 30%. Et sont identiques, que l'on soit bon élève ou mauvais élève, et qu'on soit issu d'un milieu favorisé ou défavorisé. Ces proportions restent très stables. On l'avait dit, mais ça, on va en reparler. Un petit mot sur les débouchés, parce que, évidemment, il y a la question de l'orientation. Tout ça entraîne des inégalités qu'on va retrouver dans le monde social et économique par la suite, et notamment des inégalités de rémunération, puisque quand elles vont vers des métiers scientifiques, elles vont aussi vers des métiers qui payent moins. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'en tant qu'économiste, je m'intéresse particulièrement à cette question-là, puisque le simple fait que les filles ne se dirigent pas autant que les garçons vers les filières scientifiques explique entre un quart et un tiers des écarts de rémunération sur le marché du travail. Ce qui est considérable quand même. Ce qui est considérable. Donc si on arrivait à faire en sorte que filles et garçons fassent des choix d'orientation moins genrés, on permettrait de réduire sensiblement les écarts de rémunération. Alors comment faire? On va évidemment en parler avec vous, Marion Monet, l'orientation qui reste fortement différenciée selon le genre. Pourquoi on en parle? Mais c'est après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. À l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, vous avez décidé de nous faire un petit best-of des femmes les plus inspirantes dont vous avez déjà dressé le portrait dans La Quotidienne, ce qu'on appelle les rôles modèles. Tout à fait, ça valait bien un petit coup de projecteur supplémentaire, et les femmes inspirantes, on a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises dans La Quotidienne, et on commence par celle qui m'a le plus marquée, qui est aussi celle qui a vécu il y a le plus longtemps, c'est Aliénor d'Aquitaine. On est au XIIe siècle, femme au destin absolument incroyable, parce qu'elle a été à la fois duchesse d'Aquitaine et deux fois reine. Une fois reine de France, une fois reine d'Angleterre. Et pour l'époque, c'est non seulement extraordinaire, mais en plus, sa personnalité tranche. Elle n'est pas juste reine, elle part en croisade avec son mari, le roi de France. Elle a un grand sens de la politique. Elle réussit même à faire annuler son mariage par l'Église pour épouser un autre homme, le futur roi d'Angleterre. Bref, pour l'époque, c'est du jamais vu. Et au-delà de ce destin incroyable, c'est une vraie femme politique, excellente stratège. Elle entreprend d'ailleurs de grands travaux dans son duché d'Aquitaine. C'est à elle qu'on doit notamment la cathédrale de Poitiers, dont elle a financé les travaux. Coup de cœur numéro 1 pour Aliénor d'Aquitaine. On fait un petit saut dans le temps. Vous nous avez également parlé d'Olympe de Gouges. Oui, autre femme inspirante, pionnière pour l'émancipation des femmes, connue principalement pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne publiée en 1791. Femme inspirante car en avance sur son temps, elle milite déjà pour le divorce, pour la suppression du mariage religieux et son remplacement par une sorte de pax. Elle parle de féminisation des métiers, bref, autant de sujets qui lui valent d'être totalement prise au sérieux à l'époque, vous l'imaginez bien. Femme aussi qui s'est libérée de toute tutelle masculine puisque son mari meurt seulement un an après leur mariage. Et voilà, Olympe de Gouges ne s'est jamais remariée, même si elle était en couple, pour ne dépendre de personne. Numéro 3 de votre liste, elles sont à égalité, je pense, quand même, Marie Curie. Qu'est-ce que cela fait d'épouser, tout à fait, une scientifique, qu'est-ce que cela fait d'épouser un génie, demandait-on à Marie Curie. Elle répondait: elle est donc demandée à mon mari. Et cette phrase montre bien que le chemin est long pour l'émancipation des femmes. Aliénor d'Aquitaine, Olympe de Gouges, Marie Curie. 3 époques et toujours cette volonté de lutter pour ses droits et de s'émanciper des hommes. Marie Curie, donc grande scientifique, 2 fois prix Nobel, un de physique, un de chimie, la seule à l'avoir reçu dans 2 domaines scientifiques différents et la première femme à en recevoir un tout court. Femme engagée aussi, c'est elle qui organise l'envoi d'ambulances sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Je vous l'avais raconté, ambulances qui sont de vrais centres de radiologie que l'on peut pratiquer grâce à son invention du radium. On a appelé ces ambulances les petites Curie. Marie Curie faisait des radios sur les soldats avec comme seule protection un écran de métal et des gants en tissu. On avance dans le XXe siècle. Vous ne pouviez pas nous reparler de Simone Veil. On en avait aussi parlé parce qu'il y a eu le biopic d'Olivier Daron. Absolument. Rescapée des camps de concentration, qui devient magistrate puis ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. On la connaît bien sûr pour avoir porté la loi sur la légalisation de l'avortement en France, loi qui a suscité un des débats les plus controversés de la Ve République et qui lui a valu de nombreuses critiques. Et on voit comme ce débat autour de l'avortement reste encore d'actualité, avec par exemple ce retour en arrière des États-Unis, où depuis juin dernier, certains États ont tout simplement interdit l'avortement. Et Simone Veil, on en parle donc bien sûr beaucoup pour cet engagement-là, mais on peut aussi noter son engagement pour de meilleures conditions pénitentiaires. Elle a tenté d'humaniser les prisons, voilà, c'était important de le rappeler aussi. Donc je ne pouvais pas parler de tout le monde, il aurait fallu, mais il y a eu plein d'autres. Il y a eu Rosa Bonheur,
Colette, Simone de Beauvoir, il y en aura plein d'autres puisque l'année n'est pas finie. Et pas que pour le 8 mars. Oui, on a fait ce petit best-of. Merci beaucoup Emma, on se retrouve pour la récré. Oui. Vous avez eu vous des rôles modèles pour choisir de devenir économiste? Pour choisir de devenir économiste, pas beaucoup, puisque c'est aussi un des problèmes de la profession, c'est que les femmes sont sous-représentées dans l'économie. Donc non, moi ce qui m'a incité à faire de l'économie, c'est vraiment la possibilité de s'interroger sur des questions de société, sur mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais je n'ai pas pu avoir la chance de bénéficier de rôle modèle dans Et entre nous, parcours. vous ne deviez pas être nul en maths? Je n'étais pas nulle en maths. Bon, et alors pourquoi pas les sciences, vous? Eh bien, parce que j'ai été découragée de la physique et de la SVT au lycée par des enseignantes pas du tout motivantes, mais c'est pas grave, je regrette pas mon parcours. Je ne citerai pas de... J'adore. Grand oral, Marion Monet. Elles se seront reconnues, vos enseignantes. Écoutez... Bon, mais ça compte. Ceci dit, tiens, je vais rebondir. Donc Marion Monet, je refais les présentations, économiste, vous l'aurez compris, maîtresse de conférence à l'IREDU, l'Institut de recherche sur l'éducation de Dijon, chercheuse affiliée à l'Institut des politiques publiques. Et en ce 8 mars, on parle de l'orientation des filles. Mais ça, c'est un vrai sujet, la façon dont les enseignants parlent aux jeunes filles aussi. Tout à fait. Le rôle des enseignants, il est primordial pour susciter l'intérêt pour ces filières-là auprès des jeunes filles. Il y a des études qui montrent que le simple fait d'avoir une femme enseignante en mathématiques augmente la probabilité que les filles s'inscrivent en mathématiques et qu'elles réussissent mieux dans ces filières-là. Parce que cette notion donc, de rôle modèle, on ne peut pas comprendre le mot anglais les uns et des autres, mais enfin bref, modèle d'identification, de personnes inspirantes. Tout à fait. Alors le problème avec les enseignantes, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer l'effet rôle modèle, le fait qu'elles incarnent la possibilité de faire des sciences, de l'effet peut-être qu'elles ont des pratiques enseignantes différentes selon le sexe de leurs élèves. Par contre, nous, ce qu'on a pu montrer dans une autre étude avec des collègues de l'École d'économie de Paris, on a justement voulu isoler cet effet rôle modèle en évaluant le programme pour les filles et la science de la Fondation L'Oréal, et qui consistait à envoyer des femmes scientifiques témoigner dans des classes de seconde et de terminale S, donc 2 moments clés dans l'orientation des élèves. Et on voulait voir, donc on a tiré au sort 10 000 élèves pour bénéficier de ces interventions, les 10 000 autres servent de point de référence, et puis on suit nos élèves une année après avoir bénéficié du témoignage de cette femme scientifique, et on remarque que surtout les filles de terminale S, on n'a pas du tout d'effet sur les secondes, qui bénéficient de l'intervention de cette femme scientifique sont plus de 30% à s'inscrire en classe préparatoire, et non pas classe préparatoire biologie, où elles sont surreprésentées, mais en maths physique, maths sup, voilà, exactement, où elles ne représentent qu'un quart des effectifs. Ce qu'on appelle une étude randomisée, c'est-à-dire qu'on compare avec un double échantillon à peu près comparable, ou identique de préférence, qui lui n'a pas été soumis à un stimulus particulier. C'est quand même considérable, 30%. Dans les stéréotypes qui persistent, et dont vous nous parliez dans la première partie de l'émission, il y a la notion de prédisposition génétique. Les hommes sont comme ci, les femmes comme ça, etc. Donc on va le redire, il n'y a pas de boss des maths masculine. Absolument pas. Ça n'existe pas. Absolument pas. Et comme vous le disiez justement en introduction, les filles, quand elles décident de faire des sciences, donc on regarde par exemple les filles de terminale S, elles ne réussissent pas moins bien en mathématiques que leurs homologues masculins. Et la présence de ces stéréotypes, nous on a été étonnés de voir qu'elles perduraient jusqu'en terminale S. Ce qui est dingue, c'est que les jeunes y croient. Les jeunes y croient. Et parmi ceux qui font des sciences, celles et ceux qui font des sciences sont convaincus que les hommes sont naturellement plus doués en mathématiques que les filles. 18% filles et 30% des garçons. Tout à fait. Et donc nous, on a été étonnés de voir ces proportions-là à ce moment-là de la scolarité, puisque c'est vraiment, c'est plus des enfants, c'est des adolescents qui se destinent à faire leur choix d'orientation post-bac et qui font des sciences et qui pourtant sont convaincus de ces différences naturelles entre les femmes et les hommes. Il y a encore un facteur qui joue. Alors celui-ci favorablement si on prend les choses de manière optimiste, défavorablement si on les prend de manière pessimiste, c'est que le niveau en français des élèves, plus on est bon en français, garçons, filles confondus, les filles si elles sont bonnes en français, elles vont se croire plus capables en maths aussi. Et en sciences aussi. Il y a une espèce d'identité de bon élève qui neutralise un tout petit peu les stéréotypes de genre. Alors, j'aurais envie presque de nuancer votre constat, puisque ce qu'on observe, c'est que autant s'il n'y a pas de différence filles-garçons dans la réussite en mathématiques, il y a une grosse différence filles-garçons dans la réussite en français. C'est ça. Les filles réussissent sensiblement mieux que les garçons en français. Et donc, il y a des études qui montrent que c'est cet avantage comparatif des filles en français qui font qu'elles vont plus se diriger vers les matières littéraires que les garçons, puisqu'elles se disent, je suis bonne dans
dans les deux, mais je suis relativement meilleure en français, donc je vais plutôt me diriger vers ces filières-là. D'accord. J'avais compris aussi qu'il y avait une réduction des écarts de choix malgré tout, quand elles sont très bonnes élèves. Mais Oui, tout à fait, parce que parmi les meilleurs élèves, alors les filles vont attendre d'avoir un niveau scolaire excellent avant d'oser candidater à des classes préparatoires ou d'autres filières sélectives. Et donc, à ces niveaux-là, on observe en effet des écarts d'orientation un peu moindres qu'à des niveaux plus bas. L'étude que vous l'avez menée, vous le disiez, hein, avant la réforme du baccalauréat. On a vu que avec la réforme, elles sont beaucoup moins nombreuses à choisir l'option maths. Au fond, si on avait lu votre étude, on l'aurait su avant. Que ce risque était énorme. Alors en effet, on en rigolait avec des collègues l'autre fois, si on nous avait demandé notre avis sur l'effet de la réforme du baccalauréat avant qu'elle ait lieu, on aurait pu le prédire. Le fait que les filles décrochent Alors on ne voit pas tant ce décrochage au niveau de la première, elles vont être en proportion autant de filles à choisir l'enseignement mathématique parmi les filles, et c'est vraiment le décrochage au niveau entre la première et la terminale, où là il n'y a que 30% de filles qui vont se diriger, qui vont choisir l'option mathématique. Mais... Parce que ces stéréotypes, ce que vous montrez dans l'étude, c'est qu'ils sont ancrés dès la classe de seconde. Dès la classe de seconde, alors nous c'est ce qu'on a pu montrer, mais si on se repose sur les travaux d'autres collègues qui eux regardent la prévalence de ces stéréotypes dès la maternelle, nous on a été étonnés de voir en lisant leur étude que c'est dès l'âge de 5 ans que ces stéréotypes de genre commencent à se manifester. Donc ils demandaient est-ce que les filles et les garçons étaient brillants. Ils demandaient à ces élèves de 5 ans le niveau de brillance de leur genre. Alors à 5 ans, on n'observait aucune différence entre les filles et les garçons, se considéraient autant brillants. Et puis à 6 ans, on commence à se creuser, l'écart commence à se creuser. Puis à 7 ans encore plus. Et ça s'arrange pas par la suite. Et ça s'arrange absolument pas par la suite. Les garçons pensant qu'ils sont plus brillants que les filles. Les filles et les garçons face aux sciences, c'est le titre de cette publication de Marion Monet. Vous l'avez réalisé à partir d'une vaste enquête sur un questionnaire mené auprès de 8500 lycéens franciliens. Et je signale que vous l'aviez réalisé avec Thomas Breda, avec Julien Grenet et avec Clémentine Van Effenter. Je pense que je n'ai oublié aucun de vos co-auteurs et de vos co-autrices. On se retrouve après la récré ? Avec plaisir. Emma Guessel. Emma, rebonjour. Rebonjour. Dans cette heure de la récré, vous allez nous parler du trophée Innover EZ, qui récompense des inventeurs de 13 à 18 ans. La finale a eu lieu au musée des Arts et Métiers. Oui, et c'est absolument dingue de voir la passion et le talent de ces jeunes. Donc pour participer à ce concours d'invention, il faut pouvoir répondre à 3 critères. Donc déjà, être utile, être original, et l'invention doit être fabriquée principalement avec du matériel de récup. De la récup. Facile. Facile, hyper facile. Si j'avais eu l'âge, je l'aurais fait. Voilà, évidemment. Alors, on va découvrir justement ensemble les inventions des lauréats. Donc, le 3e prix, on va faire 3, 2, 1. Donc, le 3e prix décerné à Émile, 16 ans, pour son invention, le Commandergo. Il l'a imaginé pour son frère, qui est paralysé du côté gauche, et donc il ne pouvait pas jouer à la console ou sur l'ordinateur. Donc son frère a recyclé une manette, et désormais, une application codée fait la correspondance entre les boutons de la télécommande et les commandes de jeu, et ça peut s'appliquer à n'importe quel jeu. C'est à disposition gratuitement sur Internet, donc allez voir sur Open Source. Incroyable. Incroyable. Je ne l'aurais pas fait du tout. Hein. Ouais. Deuxième prix. Deuxième prix, c'est Neil, 14 ans. Lui, il a inventé une machine qui détecte la présence d'une personne devant une porte fermée. Donc, on peut être chez soi et hop. Et qui permet donc de l'ouvrir. Il a eu l'idée pendant le Covid pour, bien sûr, éviter de toucher les poignées de porte qui sont des nids à microbes. Donc, deuxième prix. Roulement de tambour pour le premier prix. J'espère que ça va être un garçon, au moins, pour faire mentir les statistiques de Marion Monet. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il n'y avait aucun participant fille. Il n'y avait aucune participante. Il n'y avait que des participants. Ouais. Et l'année dernière, il n'y en avait qu'une. Et vous faites ça un 8 mars. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pour illustrer le propos, en fait. C'est vrai. Oups. Pour illustrer le propos. On parle quand même du premier prix. Mais oui, bravo Johan. Bravo 18 ans. Son invention s'appelle R2 Home. Donc il a inventé, c'est quand même vachement ingénieux, il a inventé un capteur envoyé dans l'atmosphère pour faire les prévisions météo. Donc jusque-là, rien de fou, puisque ça existe déjà. Il y en a plein qui captent justement, qui sont envoyés pour capter l'atmosphère. Je vais y arriver. La météo, pour la météo, bref, la météo. Mais une fois le ballon dégonflé, le boîtier dérive et il se perd. Et bien, Johan, qu'est-ce qu'il a inventé ? Il a inventé un robot parachute autonome réutilisable. Donc, en fait, grâce à un GPS, on peut faire en sorte qu'il atterrisse à un endroit voulu et donc, il peut être réutilisé. Ingénieux, premier prix. Comme la fusée qui revient exactement, du propriétaire de Twitter. Sauf que là, parachute, hop, atmosphère. Génial. Bon, petit manque de garçons, mais quand même, les garçons, bravo, elles sont belles, vos inventions. Ouais. Emma, merci beaucoup. Merci. Grand oral, Marion Monet.
Comment déconstruire les stéréotypes qui accentuent les inégalités de genre dans les choix d'orientation? On en parle avec l'économiste Mario Monet à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est pareil, on aurait lu vos études, on aurait su qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de garçons dans ce concours. On aurait su. Ouais, c'est ça. En fait, il faut lire les études de Mario Monet, on sait plein de trucs. Demander qui produit les stéréotypes, c'est quand même un peu donner des pistes d'action. Parce que quand on dit la société, c'est vaste. Ça commence dans la famille. Tout à fait. Ça commence dans la famille, ça c'est vraiment le premier moment où les stéréotypes de genre sont véhiculés et de manière plus ou moins consciente. Mais quand on voit par exemple des familles aux compositions d'enfants différentes, on voit par exemple que des parents scientifiques qui ont 2 filles comme enfants vont partager le contenu de leur journée scientifique ou le contenu d'une visite de musée également entre les 2 filles. Et en revanche, quand ils ont une fille et un garçon, on voit que l'essentiel du contenu scientifique est partagé avec le garçon et pas du tout avec la fille. Dingue, les mêmes parents. Les mêmes parents. Wow. En comparable, en moyenne. Pas... Bon, donc déjà, vous parlez aux filles autant qu'aux garçons, notamment de sciences. Les enseignants. Deuxième point, les enseignants, et c'est peut-être plus sur ça qu'on peut faire des recommandations de politique publique, puisque bon, les parents, on ne va pas les éduquer à la parentalité, bien évidemment. Donc en effet, les enseignants, alors quand on mesure leurs stéréotypes explicitement, c'est-à-dire en leur demandant est-ce que vous pensez que filles et garçons ont des aptitudes naturelles différentes aux mathématiques, ils sont très peu à être d'accord avec ces affirmations-là. C'est plutôt de manière implicite et subtile que ces stéréotypes de genre-là vont se manifester. Et ces stéréotypes de genre-là sont mesurés à l'aide de tests d'association implicite où on va leur faire passer ce test qui consiste à les faire associer le plus rapidement possible des mots qui défilent à l'écran. Et ils doivent d'abord faire l'association homme et sciences et puis ensuite femme et sciences. Et donc plus ils vont mettre de temps à faire cette association contre-stéréotypique femme et sciences, plus ça va être le signe de biais de genre inconscient. Piéger les cerveaux. On piège les cerveaux. C'est une manière de... Pour la bonne cause. Non, voilà. Mais c'est ça, vous essayez d'aller très vite pour voir... C'est ça, à quel point ils pataugent quand ils doivent faire l'association Parce que si on leur pose la question de manière très très frontale, ils ne sont pas idiots, ils ont ouvert les journaux... C'est pas très politiquement correct. C'est pas politiquement correct, donc on va dire les filles, elles peuvent autant que les garçons. Voilà, tout à fait. Et alors même que ça cache des stéréotypes. La confiance en soi... les normes sociales et les stéréotypes de genre sont de plus en plus invoqués comme des facteurs explicatifs prépondérants, dites-vous. La confiance en soi. La confiance en soi, déjà, je pense qu'en France, de manière générale, la confiance en soi des élèves est relativement basse, que ce soit pour les filles et les garçons. Ouais. Et elle est encore plus basse pour les filles. Par exemple, quand on leur demande d'estimer leur rang dans la classe, c'est-à-dire est-ce qu'elles font partie des 10% les meilleures, du milieu, des 10% les moins bonnes. Alors vous me demandez à moi, je vais vous donner la réponse, oui. Alors, elles font partie des bonnes élèves en général. Mais elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne s'en rendent pas compte, surtout quand elles font partie des meilleurs élèves. Les garçons moins bons élèves qui s'en rendent compte que c'est les filles les meilleures. Peut-être. En tout cas, elles ont largement tendance à sous-estimer leur niveau. Les garçons le sous-estiment aussi, mais dans une moindre mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sous-estiment individuellement, dites-vous, mais pas en tant que collectif. C'est-à-dire que si on leur pose pareil la question, est-ce que les filles sont moins bonnes? Non, elles vont vous dire, il n'y a pas de raison. Non. Par contre, elles vont se considérer moins bonnes que les autres filles de leur classe. On leur demande leur niveau et elles ne s'estiment pas très bonnes et en plus moins bonnes relativement aux autres filles et évidemment aux autres garçons de leur classe. Tout ça est compliqué parce que ce que ça veut dire, c'est que toutes les campagnes d'explication, au fond, ça peut marcher, ça rentre. Que ce soit les jeunes, les enseignants vous disent non, il n'y a pas de raison, etc. Qu'est-ce qui fait que... depuis toutes ces années, parce que moi je ne sais pas, ça fait bientôt 30 ans que j'écris des articles sur les questions d'éducation, c'est un sujet que j'ai l'impression de croiser depuis 30 ans. Des tas d'actions sont menées, on ne peut pas dire qu'on ne se rende pas compte des choses, on ne peut pas se dire que tout est nul, et pourtant... Alors, mon point de vue là-dessus, mais ce n'est que mon point de vue, il y a énormément d'initiatives sur le territoire de la part d'enseignants volontaires ou de la part de proviseurs, d'inspecteurs académiques, voire même d'inspecteurs généraux sur la question. Pour le moment, c'est beaucoup d'initiatives qui sont éparpillées sur le territoire. Il y a peu de choses unifiées au niveau national. Et depuis peu, comme l'égalité filles-garçons à l'école a été... invoqué comme grande cause nationale, il y a une structuration de ces actions au niveau national qui est en train de se faire. Donc j'ai bon espoir que c'est ça qui manque, c'est un caractère systémique, global, et évalué. Et évaluer. Par des chercheuses et des chercheurs comme vous. Merci beaucoup Marion, vous restez avec nous. On va faire un petit peu d'histoire, mais on va rester, vous allez voir, sur la question des filles et des femmes. Emma, merci beaucoup. Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Marie-Olivier, pour le cours particulier, en ce 8 mars, on continue à la fois notre rencontre avec des grands pédagogues du passé et avec des rôles modèles. On va parler d'une pédagogue du 19e siècle, Marie-Pape Carpentier. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on remonte dans le temps, mais encore plus que d'habitude, avant la fin... C'est vrai que c'est l'âge d'or de l'éducation nouvelle, tout ça, on est début 20e, fin 19e avec Exactement. les années Jules Ferry, Ferdinand Buisson. Et là, on va
encore plus loin, on part à la rencontre d'une certaine Marie-Joséphine Olinde Carpentier, plus connue sous le nom de Marie-Pape Carpentier. C'était une pédagogue et féministe française. Qui a laissé son empreinte dans le système éducatif français, puisqu'elle est la pionnière de l'enseignement préélémentaire, c'est-à-dire de la maternelle. Absolument. Et pourtant, Marie n'avait pas particulièrement d'atome crochu avec l'école quand elle était jeune. Marie naît en 1815 dans une famille pauvre de la Flèche, donc c'est dans le département de la Sarthe, tout à fait. Elle ne connaîtra pas son père qui est fusillé quelques mois avant sa naissance lors d'une insurrection royaliste au cours de la période des 100 jours. Et Joséphine, la mère de Marie qui a 3 enfants, se retrouve du coup à ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle est lingère et elle envoie Marie chez sa grand-mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Marie qui revient à la maison à l'âge de 4 ans et qui ne se plaît pas à l'école. Vraiment pas, notamment à cause de l'autorité des enseignants qu'elle juge excessive, du fait de punitions qu'elle subit. Par exemple, elle est obligée de porter une robe de pénitence parce qu'elle s'est battue avec une fille de son âge. Donc pour Marie, c'est l'humiliation, un sentiment d'injustice aussi. Et elle quitte donc l'école dès l'âge de 11 ans. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aider sa maman? Elle aide Joséphine dans son métier, tout à fait. C'est ça. Elle fait de la couture, elle apprend à être repasseuse et gantière. Le travail des enfants est encore autorisé à cette époque. Il ne prendra fin qu'avec la loi de 1841. Alors, puisqu'on parle de loi, on va parler de l'autre grande loi sur l'éducation. Certains historiens disent qu'elle est même plus importante que les lois Ferry. C'est la loi Guizot, 1833, grande loi sur l'éducation, et qui est aussi une grande loi pour l'avenir de Marie-Pape Carpentier. Exactement. Alors, la loi Guizot rend obligatoire la présence d'une école primaire dans chaque commune française. Mais ce qui est le plus décisif pour Marie, finalement, en 1833, c'est la publication du manuel des salles d'asile par Jean-Denis Cochin. Les salles d'asile. Les salles d'asile. Alors, au premier abord, on dirait que ça n'a aucun rapport avec l'éducation. Hein. Et pourtant, si, la salle d'asile, c'est une institution pour les enfants de 2 à 6 ans, plutôt issus de milieux pauvres à la base, qui contribue à l'éducation de ces enfants, mais aussi qui libère les femmes de la garde de leurs jeunes enfants. Et donc, à la Flèche, dans la Sarthe, en 1834, est fondée une salle d'asile. Exactement. Après de nombreuses loteries et autres fêtes de village pour vraiment financer l'installation de cette salle, un projet d'ouverture est confié à Joséphine, donc Joséphine, la mère de Marie. C'est très basique, il n'y a pas tant d'activités pédagogique au début, mais la mère et la fille travaillent ensemble et Marie met donc un premier pied dans l'éducation en encadrant les enfants. Elle est surveillante à cette époque et comme elle est intéressée, elle se forme en parallèle à la Flèche puis au Mans. Et devient directrice de cette salle d'asile. Elle devient directrice de cette salle, elle n'a que 19 ans et elle est responsable d'une centaine de petits-enfants. Elle y enseigne des notions de lecture, d'écriture, de l'éveil religieux, des mathématiques, de la couture. Et Marie est très fortement appréciée des familles et des inspecteurs de l'instruction publique. Elle s'en aperçoit parce qu'elle tombe malade en 1839, donc elle est obligée d'arrêter pendant un moment et tout le monde la regrette. 1839, mais elle guérit et elle va évoluer dans cet univers. Tout à fait. En 1842, elle devient directrice de la salle d'asile du Mans, donc c'est une plus grande ville à côté de la Flèche. C'est à ce moment-là qu'elle remet en cause le fameux manuel des salles d'asile qui était très respecté et suivi à la lettre à l'époque. Je la cite, « La méthode, c'est la lettre morte. Il faut que l'instituteur apporte la couleur, le mouvement, l'à-propos, la vie. » Et c'est quelques années plus tard qu'elle propose de changer ce nom de salle d'asile, qui aujourd'hui nous ferait extrêmement peur. Et c'est la naissance de l'école maternelle. C'est la naissance de l'école maternelle, exactement. Donc en 1845, Marie ne veut pas... Enfin, en fait, elle explique qu'elle ne veut pas que les enfants soient de petits sachants, mais plutôt que l'école maternelle soit un lieu d'éveil et d'amusement pour stimuler la curiosité et l'attention au monde de ses enfants. Et donc, elle présente en 1848, 3 ans après, au ministre de l'Instruction publique, Carnot, le père qui sera du futur président Sadi Carnot, et qui va signer un arrêté de ce père de Sadi Carnot en 1848, et c'est la naissance officielle à ce moment-là de l'école maternelle. Voilà, et Marie-Pape Carpentier qui devient une femme extrêmement célèbre pour qui s'intéresse aux questions d'éducation, puisque partie de rien, elle a aujourd'hui son nom au panthéon des grandes personnalités de l'éducation. Oui, exactement. Elle devient directrice ensuite de l'école normale maternelle à Paris, donc elle forme les enseignants, puis elle devient inspectrice, et Marie sera au fil de temps une personnalité vraiment très respectée dans le monde de l'éducation de son époque. Elle écrit des livres, elle est officiellement reconnue en 1862 à la Sorbonne, où elle présente ses méthodes et donne des conférences. Et aujourd'hui, de nombreuses écoles dans le monde portent son nom. Alors, c'est une grande militante féministe aussi. Oui, il faut le rappeler, en cette journée du 8 mars, elle s'est battue corps et âme pour l'éducation des filles, un sujet toujours d'actualité aujourd'hui. Et Marie, merci beaucoup. Et on parlera aussi de Pauline Kergomar, puisque c'est elle qui a ensuite donné un nouveau souffle à la maternelle. Mais je crois que c'était un petit peu plus tard, ça doit être fin 19e. Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi à Mario Monet d'être venu nous éclairer en ce 8 mars sur les questions d'orientation post-bac des filles, notamment sur les sciences, avec ce paradoxe toujours pas résolu. Mais vous nous avez donné à la fois plein de clés de compréhension et des pistes d'action. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée en régie par Dylan Coller, Gauvin Bonizek pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.